Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Mickaël Mohamed, je serai le modérateur de cette conférence qui va parler des stratégies internationales des différentes institutions qui sont ici représentées, voir de quelle manière chacune de ces institutions porte une action à l'international, une stratégie qui est développée avec des opérations très différentes, 4 intervenants et intervenantes. Céline Marchand, bonjour. Vous avez travaillé d'abord dans la production des expositions, la coordination des expositions au musée du Louvre et aujourd'hui à Paris Musée. Vous êtes directrice du pôle international et territorial. Oui. Brice, bonjour. Brice Mathieu, vous avez travaillé au Louvre également à des fonctions administratives, transversales, financières pendant 18 ans et aujourd'hui vous êtes administrateur du domaine de Saint-Cloud et par ailleurs directeur par intérim du CMN Institut. Bienvenue. Andreas, bonjour. Vous venez plutôt du monde du tourisme, Andreas Bauer, et vous travaillez depuis 17 ans à Ars Electronica, un festival qui existe depuis 1979, qui a mon âge, et qui a un lien tout particulier avec Linz en Autriche, qui a été capitale européenne de la culture. Je m'attarde un tout petit peu sur Ars Electronica, qui par ailleurs est un festival, qui est aussi un centre des arts numériques et un lab de recherche sur le numérique. On en parlera un petit peu plus avant. Et enfin Adèle Paria, bonjour. Vous avez été consultante, notamment RSE et mécénat. Vous avez travaillé pendant 11 ans à l'Institut du monde arabe. Vous avez bâti la direction du mécénat, Imago et le Forum économique. Et aujourd'hui, et depuis 3 ans, vous êtes, il va manquer celui-ci, vous êtes directrice des relations extérieures de Mémoriste. Bienvenue à tous les 4. Si vous en êtes d'accord, peut-être Céline, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'action internationale de Paris Musée et de quelle manière Paris Musée appréhende ses relations internationales et ses opérations à l'international? Ça fonctionne? Ouais. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup déjà pour l'invitation, je suis très heureuse d'être ici. Donc Paris Musée, peut-être pour resituer, c'est un établissement public de la ville de Paris qui a été créé en 2013 pour regrouper les 14 musées et sites de la ville. Donc, nous sommes 1000 agents environ à travailler pour cet établissement public et on conserve environ 1 million d'œuvres d'art dans les 14 musées et sites. Notre stratégie internationale, bien sûr, c'est quelque chose qui est, depuis la création de Paris Musée, très importante et primordiale. Elle a été pour 2 raisons. Tout d'abord pour le rayonnement des musées de la ville de Paris. Et puis ensuite, nous avons aussi associé une stratégie de création de ressources propres. Donc ça a démarré il y a 10 ans, avant tout par la promotion d'expositions internationales, donc d'expositions qu'on propose à nos collègues à l'étranger majoritairement et un peu en France, qui sont faites à partir des collections des musées de la ville de Paris. Donc voilà, je peux vous donner, c'est environ 6 à 8 expositions chaque année et je peux vous donner peut-être 1 ou 2 exemples récents. Donc très récemment, on a terminé une grande itinérance de l'exposition Gabrielle Chanel Fashion Manifesto qui avait été présentée au Palais Galliera pendant le Covid en 2020-2021 et qui a ensuite itinéré à Melbourne, à Tokyo, à Londres l'année dernière et qui vient de se clore cet automne à Shanghai au Pearl Station of Art. Voilà. En ce moment, si vous avez l'occasion d'aller à Amsterdam, vous pourrez découvrir une belle exposition du musée Carnavalet au 8 Marseille, donc un centre de photographie. Une exposition dédiée à de la photographie amateur du début de siècle, inédite, voilà, donc des photographies de 1904-1905 amateurs et qui n'avaient jamais été exposées. De quelle manière vous faites circuler ces expositions? Est-ce que c'est des expositions qui sont clés en main? Est-ce que c'est des expositions que vous adaptez? De quelle manière vous allez appréhender les partenaires et le public local? Pour nous, c'est vraiment très important de travailler main dans la main avec nos partenaires. On propose un contenu et on veut absolument travailler avec nos partenaires main dans la main pour développer, pour adapter les contenus et la scénographie aux publics locaux avec leur aide et leur expertise. Bien sûr, ce sont nos partenaires qui connaissent le mieux leur public. Donc c'est vraiment pour nous essentiel et primordial. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de notre œuvre, bien sûr, mais aussi de notre activité. Voilà, ces échanges très nourris qu'on peut avoir avec nos partenaires. D'accord, très bien.
Brice Mathieu pour le CMN. Donc on connaît le CMN, moins son institut. De quelle manière vous allez appréhender les relations internationales? Est-ce que là encore vous allez travailler main dans la main, comme le dit Céline, plutôt que clé en main et sur des formats de reprise? C'est bon? Ouais. Tout le monde connaît le CMN, je ne suis pas aussi optimiste que vous, donc je vais quand même en dire un mot, puisque le Centre des Monuments Nationaux a quand même un peu une crise d'identité et de reconnaissance, parce que ça comporte, ça gère, ça manage un réseau de monuments, mais qui n'a pas de cohérence absolue, qui est le fruit de l'histoire, et qui fait qu'aujourd'hui on a 110 monuments qui sont sous la gestion du CMN, mais on reste une marque assez difficilement identifiable pour les personnes qui ne sont pas parfaitement au courant du fonctionnement du ministère de la Culture et des opérateurs du ministère de la Culture. Donc le CMN, en effet, existe depuis plus de 110 ans, a créé un institut il y a 3 ans maintenant, donc c'est assez récent. Donc le CMN Institut a été créé avec la volonté de développer une offre de formation à partir des expertises internes du CMN. Cette offre de formation, donc, elle se traduit par une offre de formation catalogue, mais aussi une offre de formation sur mesure, et aussi un rôle d'ingénierie nationale et internationale, qui est l'objet qui va nous concerner aujourd'hui. La présidente Marie Lavandier a pris ses fonctions il y a 2 ans maintenant, à peu près, et elle a souhaité en fait réinterroger, hein, comme lorsqu'un président arrive dans un opérateur, certaines organisations et certains sujets. Elle a lancé un grand chantier qui s'appelle CMN 2030, qui a été un chantier collaboratif pour l'ensemble des agents de l'établissement, pour définir des grands chantiers, des grandes orientations. Et une de ces grands chantiers, qui s'intitule Faire réseau, et aussi de renforcer notre rôle au niveau national et aussi international. Le constat qu'elle a pu faire et que nous avons fait collectivement, c'est que le CMN, au-delà de son identité et de sa reconnaissance au niveau national, avait aussi un vrai problème de visibilité en dehors de nos frontières. Donc une volonté très forte, réaffirmée par la présidente, de pouvoir développer et renforcer nos collaborations et notre visibilité en dehors de nos frontières. On a évidemment ce rôle d'ingénierie et d'accompagnement au niveau français, notamment dans le cadre du plan ruralité, mais ça c'est un autre sujet, et au niveau international, donc une stratégie qu'elle souhaite renforcer et qui s'est trouvée matérialisée par 2 signatures importantes ces derniers mois. La première avec l'Arabie Saoudite dans le cadre d'un projet d'accompagnement pluriannuel sur la valorisation de leur patrimoine, et avec le Maroc en février, pour là aussi l'objectif étant de les aider, à les accompagner à la valorisation de leur site, à la promotion, à la médiation. Donc ces projets s'inscrivent vraiment dans une stratégie d'État, hein, voulue par les ministères de la Culture et des Affaires étrangères, et dans lequel le CMN est vraiment important et fier de participer à partager ses expertises au-delà de nos frontières, et ainsi à mieux nous faire connaître. On a un panel d'intervention extrêmement large qui est finalement assez méconnu par tous, et qu'il est nécessaire de promouvoir et d'expliciter. Donc ça, c'est pour le volet ingénierie, mais on a aussi un volet collaboration qu'on essaye de renforcer, notamment autour d'une stratégie de jumelage. On est en discussion avec l'Inde, avec la Corée du Sud, pour développer cette stratégie de visibilité et de co-visibilité. Donc ça, c'est une autre forme de collaboration qui est moins ingénierie, mais qui est plutôt dans une visibilité et un renforcement de nos échanges au niveau international. L'expertise du CMN Institut, c'est celle de ses agents. C'est bien ça, ou vous faites appel à des ressources extérieures? Non, l'enjeu et la stratégie, c'est de valoriser l'expertise interne. On a une spécificité aussi à l'échelle du ministère de la Culture, c'est qu'on est intervenant direct sur toute une série de questions qui normalement sont sous-traitées, externalisées, par exemple les librairies et boutiques, par exemple la maîtrise d'ouvrage sur les restaurations MH. On a notre propre maîtrise d'ouvrage alors que la majorité des opérateurs de la culture passent par l'OPIC. Donc toutes ces expériences, et on a une maison d'édition aussi, les éditions du patrimoine, qui sont sous la responsabilité du CMN. Donc tout ça fait qu'on a un panel en fait d'experts qui, alors ça c'est l'expression est soumise à discussion, mais on a une gestion à 360, un peu d'un site patrimonial, et c'est ça qu'on essaye de valoriser. Et du coup, on a la réponse à toutes les questions. Donc, on a cette offre catalogue qui nous permet d'être extrêmement réactif lorsqu'on a un thème précis, mais on a aussi la possibilité de co-construire un accompagnement en fonction des besoins exprimés par les interlocuteurs, qu'ils soient français ou internationaux. Adèle, Brice et Céline ont parlé de marque. Et est-ce que la marque, c'est quelque chose d'important dans votre cas, notamment pour Mémoriste? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, l'institution pour laquelle vous travaillez aujourd'hui a un profil qui est différent de celle de Paris Musée et du CMN. De quelle manière vous appréhendez les relations internationales à Mémoriste?
Alors moi, c'est un petit peu différent et je vais faire un pas de côté parce que je vous embarque dans l'univers des industries culturelles et créatives. Parce que Memoris, c'est une marque et ça n'est pas une institution. C'est finalement un groupe d'entreprises. C'est-à-dire que ce sont 5 entreprises françaises, expertes de la préservation et de la mise en valeur des patrimoines, qui ont fait le choix de s'unir pour se développer ensemble à l'international. Donc ces entreprises, vous en connaissez peut-être certaines, Arkenum, Art Graphique et Patrimoine, Tribun Imaging, Vectracom, La Reliure de Limousin. Elles travaillent sur un spectre de savoir-faire qui est très large, qui va du conseil en stratégie patrimoniale. Alors dans le secteur muséal, ça peut s'incarner par des chantiers des collections, par exemple, mais c'est aussi la restauration de documents anciens, de photographies, la numérisation de tout type de patrimoine et la création d'outils de partage numérique. Et on peut parler de bibliothèque numérique, mais on peut parler aussi vraiment d'expériences de médiation culturelle, notamment des expériences immersives. Et donc, l'idée, ça a été, il y a 3 ans, avec la création de Memoris, qui est vraiment très récente, hein, de fédérer tous ces savoir-faire, à la fois pour créer une offre unique en son genre, avec une approche à 360 des métiers du patrimoine, mais aussi pour mutualiser les moyens de TPE, de PME, qui iraient à l'international sans doute avec beaucoup plus de difficultés seuls, qu'en étant 400. Parce que là, en réunissant les 5 entreprises, on est 400. Et un autre aspect qui est intéressant et qui est une vraie plus-value pour nous, c'est qu'on appartient à un groupe, une entreprise française, 100% familiale, qui s'appelle Mobilitas, qui est présente dans 104 pays. On parle de 6000 collaborateurs, donc c'est une entreprise qui a réellement une expérience, une vision à nous transmettre et qui nous permet d'être chez nous dans 104 pays. Et donc, notre développement international passe à la fois par nos équipes. Je reviens à la mutualisation, c'est-à-dire qu'on a une petite équipe Memoris, dont je suis le pur produit, et on n'est pas très nombreux. On a ensuite des équipes sur le terrain, et ça, c'est vraiment une force. On a une vingtaine de collaborateurs un petit peu partout à travers le monde. On a des bureaux dans certains pays stratégiques, la Suisse, l'Allemagne, le Portugal, l'Afrique du Sud. Et au-delà, on a les collaborateurs de Mobilitas qui sont progressivement formés à nos métiers, pas pour pouvoir opérer, mais pour pouvoir au moins être des ambassadeurs et des relais. Et puis ensuite, voilà, cette capacité que nous offre le privé à être très flexible, réactif et à aller sur le terrain. Ce qui signifie que votre appréhension du marché, elle va passer par les correspondants, entre guillemets, ou en tout cas les équipes de Mobilitas qui sont présentes dans ces 108 pays, c'est ça ? Tout à fait, en s'articulant avec le travail qu'on peut mener depuis la France. Il y a aussi beaucoup à faire, ne serait-ce que le travail de fond avec des bailleurs, avec tous les acteurs finalement qui vont travailler à la coopération culturelle internationale. Et d'ailleurs, on se fait embarquer souvent dans de grands projets comme ça. Je pense à un projet qu'on vient tout juste de terminer en Éthiopie, à Lalibela, qui est un projet autour des églises rupestres de Lalibela. Et donc, on a été sollicité par l'AFD via l'École des Chartes dans ce grand projet bilatéral franco-éthiopien pour former les communautés religieuses locales à la numérisation patrimoniale. Est-ce que vous avez tous les trois parlé peu ou prou de l'agenda diplomatique de la France et des relations diplomatiques ? Est-ce que pour chacun d'entre vous, ces relations officielles de la France avec d'autres pays est un obstacle, est plutôt un accélérateur et quelque chose sur lequel vous vous appuyez dans le développement de vos relations internationales ? Dans notre cas, bien évidemment, on a la chance, en étant français, d'avoir accès à un réseau, notamment celui des ambassades de France, des SCAC, des instituts français, qui sont présents dans je ne sais pas combien de pays dans le monde. Donc, bien entendu, on s'appuie sur cette force et c'est vraiment une grande chance. Brice, vous parliez de partenariat et de jumelage. Est-ce que les jumelages, c'est quelque chose, c'est un outil, c'est un formalisme institutionnel qui compte aussi et qui vous permet de développer ces relations internationales ? Pour répondre à la première question, donc en effet, c'est clairement un accélérateur. Pour nous, il y a un enjeu important de rentrer dans la diplomatie portée par l'État français. Et donc, par cette discussion, par ce réseau des ambassadeurs et des conseillers culturels, de pouvoir être le relais de notre offre et de rentrer vraiment dans la stratégie internationale de la France. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et le MAE et le ministère de la Culture sont des apporteurs et sont les premières voix à parler de notre expertise. Et donc ça, on a vraiment un enjeu important de bien leur expliquer quelle est notre expertise. Et ça, c'est tout le travail qu'on est en train
de mener pour pouvoir présenter notre offre à ces relais, pour pouvoir être le plus efficace possible dans la promotion de ces éléments. Du coup, votre question était sur jumelage. Sur le formalisme institutionnel, Alors, c'est-à-dire est-ce que certains pays avec lesquels c'est peut-être plus évident, d'autres moins Alors, c'est vrai qu'il y a cette volonté commune avec le ministère des Affaires étrangères de porter cette logique de jumelage et de rapprochement et de co-visibilité. Après, il est clair que le rythme d'avancement de ces projets est différent d'un pays à l'autre et que parfois on a des coups d'accélérateur, des coups de frein et on est dans des discussions qui peuvent prendre de longs mois sans être complètement opérationnelles. Donc c'est un travail de longue haleine malgré une volonté politique initiale, puisque c'est, pour citer le cas de l'Inde, c'est une signature entre le président Modi et le président Macron de s'engager sur un jumelage autour de la cité Carcassonne. On travaille dessus depuis plus d'1 an maintenant, mais on n'est pas encore dans la phase opérationnelle et conclusive. Donc c'est vraiment un travail de suivi important, mais qui, pour nous, est vraiment un outil important en termes de communication et de visibilité. Ça va nous permettre de toucher des régions du monde qui ignorent notre existence ou notre organisation, en tout cas en tant que centre des monuments nationaux, et de rendre plus visibles certains de nos monuments, et réciproquement. Donc ça, c'est vraiment pour nous un enjeu et un moyen d'action qui nous semble très important à creuser et à déployer, même si on n'en est encore qu'à une phase de lancement, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, même en tant qu'entreprise privée, on a la chance d'être très bien accompagné. Et vous parliez d'accélérateur à l'instant, je suis tout à fait d'accord. Le réseau diplomatique est un accélérateur formidable. L'État et le réseau font leur maximum pour structurer la filière des ICC, en mettant en place notamment des programmes d'accélération. Alors nous, on a suivi beaucoup de programmes ICC Immersion, Culture Export, Entreprendre dans la culture, qui nous embarquent dans des cohortes à l'international en nous permettant d'aller tout de suite au cœur des sujets, de rencontrer le réseau diplomatique qui nous suit dans la durée. Et ça, vraiment, pour ceux ici qui représentent des entreprises, des ICC, je vous invite à regarder ces programmes qui sont très intéressants. Et puis, pour rebondir sur cette question des jumelages, des accords bilatéraux, là aussi, on vient s'insérer dans les accords en venant enrichir, compléter, consolider l'offre d'institutions culturelles qui sont quelque part les chefs de file pour leur secteur. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'institution a une expertise, un label, a éprouvé ses compétences sur des projets qui sont d'une richesse extraordinaire. En revanche, c'est plus compliqué de mobiliser des équipes à temps plein sur de nouveaux projets. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà submergées par les leurs, qu'on ne peut pas forcément les envoyer à l'international. Là, pour le coup, nous, on peut arriver avec des personnes qui souvent ont les mêmes formations, en fait, et venir consolider des équipes. On peut aussi, quand on parle de numérisation patrimoniale, sourcer des machines, les acheminer, et là, faire partie d'un groupe comme Mobilitas, qui est expert en logistique, qui peut régler toutes les problématiques douanières au fin fond de l'Afrique, c'est vraiment très précieux. Et donc, on a comme ça ces alliances qui se jouent aussi à l'intérieur des accords bilatéraux avec les institutions publiques. Et finalement, on devient un levier pour renforcer encore davantage ce qu'elles vont pouvoir apporter aux pays bénéficiaires in fine. Andreas, in UK, so you know the French Institute because you've worked with them, and if I'm right, they're in contact through the program of Notre Dame. Can you focus more how the lab have worked with French institution, and especially with the French Institute, and how they've been, helpful for you? Yeah, thank you very much. Just maybe give 2 seconds to the audience a little bit of context of who I am. So I work for Ars Electronica, which is an institution in the small city of Linz between Vienna and Salzburg, and it's a city with 200,000 inhabitants and a very industrial city. And since 1979, too long ago, there started this a festival for art, technology, and society. We started really a transformation of this dirty industrial city into a city that, as you mentioned, became European city, cultural capital that is now member of UNESCO City of Media Arts, etc. And for us, and me as being part of the Ars Electronica Center Museum, which the title museum is maybe not 100% valid, but anyway, we have this possibility to really give
an international and a local audience the possibility to see artworks from all around the world from a different perspective. So even so we are in the field of media art, we have this installation called Deep Space 8K, which gives the visitors on a 60 by 9 meter wall and 60 by 9 meter floor an immersive environment to dive into different worlds. And the topics range from the human body to space, to media art, obviously, and of course our cultural heritage. And now coming to the Notre Dame is, of course, we're constantly searching for new ideas and new possibilities of what we could show there. And diplomacy and getting into contact with the big museums in the world is for an institution like Ars Electronica, which is quite known within its bubble, but not if you would go to the Louvre, they will probably ask, who the hell is Ars Electronica? We've never heard of them. Or if you would approach the Vatican museums or after that. So this is where diplomacy and where cultural institutes really are a door opener for us. And this is the way how we got in contact with the Louvre, with the Grand Palais Immersive, to host an exhibition on the Mona Lisa. Digital, obviously, in our case, on the Mona Lisa, and very recently on the Notre Dame, due to the reconstruction of the Notre Dame. So we had a collaboration again using the French Institut Français in Austria, in collaboration then with the French embassy on the other hand, and the Austrian Cultural Institute here in Paris. So this is really where diplomacy brings all these people together, that we could take laser scan images from Notre Dame, from Iconem, together with 360-degree images from Hiscovery, also a French startup, and our team in the Ars Electronica Future Lab merged all these things into a storytelling thing that we can show in the deep space. And again, diplomacy opened the doors, because during our Ars Electronica Festival, people from Houston Museum of Modern Art, saw this and said, well, we want to have that in Houston as well. And now we could expand our network to show this to others as well. So really diplomacy and these cultural institutes are a door opener for us. And would you say, in your case, especially for the lab and for Ars Electronica Lab, so French Institute seems to be, you know, like an ambassador in a way of the French expertise. Would you say that that's the same with the European other countries, like, you know, I don't know, Goethe Institute, Cervantes, Goethe Institute, maybe not, but I guess not in Austria. Of course, I mean, Cervantes, or is a Chinese institute? Yeah. Yes, but on the other hand, we're a small team. At the moment, we have, unfortunately, Michaela is not with me today. She had to just stay at home, but she's the one who's really behind it, and she's trying to organize. So it's a very small team, and we're constantly, and this is what diplomacy needs. You already mentioned, it takes some time. Yeah, you really have to establish a certain trust, a certain common understanding. And of course, I understand that classical museums like the Louvre or the others, or the Vatican museums, they put a lot of trust when they give something out of their hands into an institution like Ars Electronica, and into an institution that they are not aware of. So we need this long time of establishment. When it comes to projects within the European Union, this is where you come to creative industry and these kinds of things. This is where we're very well established. I think at the moment we host about 20 European Union projects in different and various fields, but mainly obviously more focused on the cultural and creativity and these kind of sectors. So the European project, like Creative Europe, for example, and this kind of thing, is something that you use a lot to work internationally. Of course, and we are really, some of these are really are the ones who kind of are the driving forces. I don't know if there's the one prize that the European Commission hands out. It's called the STARTS Prize for Science, Technology and Art. We were the ones who kind of proposing it to the Commission, and we are organizing it now for like 7 or 8 years when it comes to creative collaborations between industry and artists on that level. So yes, again, we use these networks a lot. So you mentioned, et peut-être c'est important que, pardon, qu'on passe maintenant à une partie. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez dans vos actions internationales? C'est-à-dire, on l'a vu, vous faites la promotion de l'expertise française, de celle de vos collaborateurs, de celle de vos experts. Vous proposez des expositions qui sont dans une approche horizontale de travail, c'est-à-dire de co-construction. Et quels sont les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui? Andreas, tu parlais de difficultés de ressources humaines et de staff. Peut-être qu'on peut commencer par là. C'est des choses qui, je crois, reviennent souvent. Is for you an issue that the fact you don't have enough harms to work on?
Of course, I mean, resources are always the ones limiting. But again, this is where actually the institutes, and as I said, they are really helping us in order to support them, to take over like travel costs and stuff like that, to take these things away. The stuff, the expertise we have in-house anyway, and this is the ones that we have to run. And as a background, Ars Electronica is an institution run by the city of Linz. So we are owned by the city of Linz. We are not a federal institution, etc. So of course, and if you're in a city with 200,000 inhabitants, you know that money is always limited. Yeah? They always need the money for running kindergarten, schools, whatever kind of thing. And of course, but at the same time, being in this city for such a long time means they had a huge return on investment in this continuously investment into Ars Electronica. So this is of course one of the most limiting resources on that we are allowed to grow in the way that we want. But one final word there, with this network that we managed, just to give you a number, about 65 to 70% of the money we need to run our operations, we can generate ourselves throughout this collaboration. So only about 30-35%, changing every year, is public money that goes into us to kind of set the base, set the foundation, and the rest we then can generate ourselves through these kind of collaborations. Brice, au CMN, vous faites la promotion de l'expertise des collaborateurs. Est-ce que les ressources humaines, c'est un sujet à l'international? C'est évidemment, on partage la même difficulté hein, sur réussir à concilier le quotidien qui est déjà très dense et très complexe, avec toujours des ressources humaines manquantes, ne serait-ce que pour gérer l'existant. Donc c'est vrai que de venir rajouter des collaborations internationales, ça met en tension évidemment les équipes, et réussir à trouver une organisation qui permet de conjuguer à la fois les projets internes et en plus des projets d'accompagnement, d'expertise, d'ingénierie en dehors de nos murs, que ce soit national ou au niveau international, ça crée une tension importante dans la chaîne managériale évidemment, mais aussi auprès des agents qui sont toujours intéressés et motivés pour faire ce type de projet, mais qui vient en complément de leur activité régulière. Donc là, il y a différentes solutions qu'il faut essayer de trouver, de mettre en œuvre, hein, notamment des renforts temporaires d'équipe, ce qu'on essaye de développer pour permettre d'assurer une partie des projets pendant que l'agent et le collègue est concerné par cette expertise à l'extérieur. Mais ça, c'est évidemment le principal frein et à une expansion tous azimuts, il faut réussir à échelonner et à répartir les projets pour ne pas faire surchauffer la machine, ce qui mettrait en danger l'ensemble de l'institution. Donc ça, c'est évidemment le frein principal, c'est celui-ci. On sent qu'il y a une envie portée par nos ministères de tutelle, mais aussi une demande à l'international de l'expertise française. On sent qu'on est quand même, et ça il faut le rappeler régulièrement, reconnu pour notre savoir-faire sur la mise en valeur du patrimoine. Mais derrière, il faut réussir à se structurer et à le faire pas à pas pour que ça puisse progresser dans le bon tempo. Adèle, cet obstacle, vous le rencontrez également, parce que vous avez quand même un réseau de collaborateurs présents dans ces 108 pays. Est-ce que pour autant, vous partagez le constat que font Andrea et Brice? Alors, on peut effectivement être en tension. La problématique n'est pas la même que côté institution. Comme vous l'avez dit en introduction, j'étais auparavant à l'Institut du monde arabe, où j'ai créé en 2020 Imago, une offre de conseil, d'ingénierie culturelle, de formation professionnelle. Donc cette problématique, vraiment, je l'ai vécue. Hein, c'était d'ailleurs la limite de l'exercice, malheureusement, des collaborateurs très motivés par les projets que je pouvais décrocher, mais qui n'avaient pas le temps matériel de mener à bien les missions comme ils l'auraient souhaité, et puis qui ne pouvaient pas non plus partir sur le terrain à l'international, alors qu'il fallait monter une exposition à Paris ou terminer un projet de médiation culturelle. C'est assez évident. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à l'alliance publique-privée, en particulier sur ces projets à l'international. À la fois, côté institution, c'est pouvoir consolider une offre et même l'enrichir. Je suis capable d'aller sur le terrain, je suis capable de sourcer des machines, je suis capable de revenir former s'il le faut. Et de notre côté, en tant qu'entreprise, alors on est très, très identifié, très reconnu et c'est formidable, mais arriver main dans la main avec la Bibliothèque nationale de France, avec le CMN, avec le Louvre, là on forme une équipe France. On fait ce que les anglo-saxons savent très bien faire, et qui fait que souvent, ils nous passent devant dans certaines zones. Je pense par exemple aux pays du Golfe. Donc à nous de jouer la carte de l'équipe France. Et d'ailleurs, moi j'ai vraiment le sentiment que l'État nous encourage à le faire. J'étais encore hier avec le directeur de la diplomatie économique au Quai d'Orsay. C'est clairement assumé aujourd'hui. Ça ne l'aurait pas été il y a peut-être 5 ou 10 ans. On fait preuve de pragmatisme aujourd'hui.
Est-ce que, Céline, vous voulez compléter peut-être sur les difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient RH, ESCO ou autres d'ailleurs? Quelles sont aujourd'hui à Paris Musée, dans les expositions que vous pouvez proposer à vos partenaires, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, alors bien entendu, je rejoins complètement Brice sur les questions de ressources humaines hein, dans les établissements publics. En effet, c'est une constante. Après, bon, ça fait 10 ans qu'on a cette offre, donc c'est vrai qu'on a, je pense, aujourd'hui pris un rythme de croisière voilà, qui nous a permis, je pense, au-delà des questions de renfort, hein, bien sûr, temporaires, quand même de résoudre en partie ces questions et d'arriver à conjuguer à la fois, dans un bon équilibre, les activités à Paris et les activités internationales. D'autres limites qu'on a aujourd'hui, hein, et peut-être qui sont assez récentes, ou en tout cas qui datent, je dirais, du Covid, en tout cas dans le champ des expositions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une instabilité plus forte, économique, voilà, internationale en général, qui nous a conduit récemment à des annulations voilà, assez peu de temps avant les projets. Ça, c'est assez nouveau et c'est partagé hein, par beaucoup d'acteurs dans le champ des expositions internationales. C'est aussi lié sans doute à l'augmentation des coûts de transport hein, depuis le Covid, qui est quand même très importante. Voilà, donc c'est des questions qu'on est en train de renforcer d'un point de vue juridique et qui vont être traitées, qui ne nous empêchent pas de travailler, mais qui sont quand même une nouveauté, je dirais, depuis le Covid. Ce qui signifie que vous avez aujourd'hui des partenaires qui s'engagent plus tardivement? En fait, à la fois, ils veulent s'engager tôt et parfois, ils ne le peuvent pas et ils se désengagent parfois tardivement. Ouais. Est-ce que les aspects environnementaux sont aujourd'hui quelque chose de quelle manière, en tout cas, vous les avez intégrés? C'est vrai qu'on parlait, Adèle, comment les choses avaient évolué ces 6 dernières années. Désormais, notamment pour les projets européens, Andrea, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. De quelle manière vous intégrez, j'ose pas parler de l'exigence environnementale dans les projets internationaux, notamment sur des enjeux de transport? Je ne vais pas parler de contraintes, d'exigences. I mean, when it comes to us for digital world, transportation is not such a big issue, which is an advantage on one hand. Of course, this is the way. I mean, on the other hand, why things like the Notre Dame or Venice Revealed, which was also a really popular. We are exported that now to China, where we have a similar infrastructure of the deep space running on 2 locations there. So the logistic in that case is not such a big issue. So the digital media really allows us to kind of lower these costs. But at the same time, there come, like, say, copyright issues and things like that, because the digital version is something that can be done or can be extended. So I think you really have to make sure that these things, on the other hand, are working. So it's not so much how you transport them there, but to make sure they stay where the contract says they have to stay. I think that's the issue there. Est-ce que sur les enjeux d'environnement et de transport, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre action internationale ces dernières années? Je peux peut-être dire un mot pour Paris Musée, hein, parce que chez Paris Musée, voilà, on a vraiment, depuis quelques années, mis beaucoup d'actions en faveur de cette question environnementale. Bien entendu, à l'international, c'est une question difficile à résoudre, une équation difficile à résoudre. Dans notre cas, on essaye autant que possible de faire tourner plusieurs fois hein, les expositions, ce qui est vraiment un gain indéniable, puisqu'on partage bien entendu les coûts, mais aussi le coût carbone de l'exposition. Donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec l'exposition Chanel. Et voilà, et on réfléchit à d'autres actions et on a la chance d'être très bien accompagné au sein de l'institution, notamment par une responsable chez nous du développement durable, qui est un poste qui a été créé il y a 3 ans et qui nous accompagne tous très bien sur ces questions. Adèle, vous avez parlé tout à l'heure de l'équipe France. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Est-ce que l'offre que chacun d'entre vous développe est en concurrence ou en complémentarité? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites la promotion de l'expertise française, est-ce qu'elle se complète ou bien est-ce que vous vous retrouvez en compétition, là au Kazakhstan, là en Arabie Saoudite, là en Corée? Moi,
comme je l'ai souligné, je crois plutôt à la complémentarité qu'à la concurrence, en l'occurrence. Et s'il devait y avoir concurrence, c'est plutôt en notre défaveur parce qu'une entreprise a un objectif de rentabilité et même si on est loin d'être sur un secteur, on n'est pas banque assurance, ça reste le patrimoine, des amoureux du patrimoine, malgré tout les tarifs sont un peu plus élevés. Donc s'il devait y avoir concurrence, c'est plutôt en notre défaveur, mais honnêtement, c'est vraiment pas ça que je retiens. Je vois beaucoup plus la complémentarité et ce qu'on a à y gagner, ce qu'on a à gagner à travailler ensemble. Brice, sur cette question de la concurrence des expertises françaises. Même type de réponse. C'est un risque important qu'il faut prendre en compte et dans le cadre de la construction d'un catalogue et d'une offre de formation. C'est ce que le CMN Institut, lors de sa création en 2021, a été vigilant sur ce point-là, notamment évidemment avec un acteur incontournable de la formation du patrimoine, c'est l'INP. Le but n'était pas de créer un catalogue concurrentiel avec l'INP. Donc là-dessus, on est en très bonne relation avec eux. On est en train de rédiger un accord cadre justement pour bien renforcer notre complémentarité, notre offre et justement être aussi sur certains, être en première ligne et d'avoir l'aide de l'INP sur cette formation par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur nos capacités RH limitées. C'est vrai que si on y va, plus on sera nombreux à y aller ensemble de manière coordonnée, plus on arrivera à répondre à des projets d'ampleur. Donc on souhaite vraiment nous développer cette complémentarité avec l'ensemble des acteurs et ils sont nombreux parce qu'on en représente certains d'entre eux, mais quasiment tous les opérateurs de la culture ont commencé à développer une offre qui est peut-être pas aussi développée en termes de structuration que ce qu'on peut proposer au CMN Institut avec une certification Calliope, une offre catalogue, quelque chose qui est vraiment extrêmement dans les normes, on va dire, mais chacun souhaite aller à l'international, aller au niveau de la promotion de son expertise, et c'est vrai qu'il y a vraiment ce risque et cette nécessité de coordination à une échelle de l'ensemble des opérateurs de la culture, coordonnés par le ministère de la Culture, par le ministère des Affaires étrangères, pour être complémentaire, mais je suis assez persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut l'organiser. Sinon, le risque, c'est sans forcément le vouloir, de rentrer en concurrence. Quand vous dites l'organiser, de quelle manière est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu? Est-ce que vous souhaiteriez peut-être que là, le ministère de la Culture ou des Affaires étrangères ou que le réseau des instituts ait une mission de coordination de l'expertise française à travers les agences que nous connaissons ou... Alors en effet, je pense c'est dans leur mission fondamentale d'assurer cette coordination entre les opérateurs. Je vais revenir sur un exemple comme l'Arabie Saoudite où il y a une coordination très forte du ministère de la Culture parce que j'ai parlé du CMN, mais on est une dizaine d'opérateurs français à être dans une démarche similaire de collaboration avec les Saoudiens. Et évidemment, il faut que cette action elle soit coordonnée, sinon elle serait incompréhensible. Et donc le ministère, de facto, mais on est sur un projet quand même assez fort, a cette coordination. Donc c'est en effet au ministère de s'assurer de cet élément-là, mais nous aussi, on est acteurs de nos propres actions en tant qu'opérateur. On a quand même une forme d'indépendance et d'autonomie, et il faut qu'on soit vigilant à partager nos informations avec nos collègues, et ça, on le fait de plus en plus. On a des instances de partage avec les principaux acteurs de la formation pour être sûr qu'on est coordonné en démarche. Donc on a une coordination supra et on a évidemment nous un rôle aussi de par notre autonomie de faire quelque chose de rationnel et d'efficace à chacun à nos échelles respectives, quoi. Céline, est-ce que vous voulez aussi réagir sur la manière dont se complète ou se concurrence l'offre d'exposition aussi bien que de la promotion de l'expertise des agents de Paris Musée? Oui, tout à fait. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y a une vraie complémentarité et que les acteurs français ont intérêt à travailler ensemble de manière coordonnée sur ces questions. Moi, je crois beaucoup à l'émulation, donc je pense que plus on est nombreux à faire quelque chose et meilleur on sera. Et c'est vrai que, comme on y croit aussi chez Paris Musée, récemment, on a développé une nouvelle activité d'expertise, donc qui va être très différente de ce qu'offre le CMN, et c'est là où je pense vraiment que la complémentarité s'illustre. On va proposer, nous, plutôt du conseil que de la formation. C'était une suite logique après ces années, et en continuité de notre activité sur les expositions internationales. Et je crois vraiment qu'on va pouvoir promouvoir à l'étranger nos forces, chacun à nouveau en complémentarité. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Et il y a beaucoup de demandes, en fait, tout simplement. Et en effet, comme disait Adèle tout à l'heure, on a aussi des concurrents
nos Français qui sont très forts et très bien organisés. Et on a tout intérêt, en effet, à se fédérer, à échanger, comme on le fait d'ailleurs dans le domaine des expositions internationales, assez bien. Voilà. Peut-être si on reste sur cette notion de concurrence, Andreas, would you say that there is today competition within the European Union between countries, or would you say, for example, that the Americans or some others are very much into, les arts numériques and the way you work today? Is this European competition and international competition is tough? I mean, we have this advantage that we are here since the time that all this art form that we're working in actually started. So we are on a hand the nucleus of some of these things. I think the archive that we have, which is digital archives, obviously will become more and more important when it comes to media arts to be kind of researched on that. So for us, it's really important. I mean, collaboration was here from the beginning, because when we started in the city of Linz, there were no people. There was a university, there was nothing. So it was collaboration, international people right from the beginning. In 1979, there was probably 20 people from the US, 20 people from Japan, maybe 40 people from Austria, and then the rest of Europe. This is what was the nucleus, where it started. That turned out into a festival with 100,000 visitors today. So this is, without this collaboration, a festival like we are organizing could never take place. Last year we had 50 universities from all around the world participating in that. I think, so this is it. I think what you have to be aware of, or in order to in terms of competitiveness, is to, if you're on top of the mountain, you try sometimes to kind of underestimate what other mountains are there, and trying to see they are coming up. Yeah, so you have to make sure that you're not overlooking anything. I think, like, if we come to Southern America, for example, South Africa, or Africa in general, this is, of course, if you go to media art, you think of Europe, you think of US, and you think of Asia, Japan, Korea, this area. But there's lots and lots more coming out of Africa, out of South America. So you have to be aware these kind of things are coming, and you make sure you kind of you're expanding your networks in that direction. And one last word, one example that we did on the other, vice versa, is a lot of partners approached us, little institutions all around the world, say, we want to do something like Ars Electronica in our city. Can you help us? Yeah. And of course, we cannot help everyone and everything, because it's a resources thing. But what we developed, we have this pre-Ars Electronica, and in this one category is digital animations, computer animations, since 87, John Lasseter being the first winner with Luxor Junior in that case. So since the beginning, there's actually a DVD been produced with the best entries of last year. And this DVD is distributed through the Austrian embassies all over the world. And we ask, okay, you want to do some Ars Electronica? Go to the Austrian embassy. They will have a DVD there with the animation festival, and you can show them. You can start organizing your own little festival, and you can show the best animations of last year. So this is a first contribution the other way around as well, again, by using diplomacy on a very, very low level, and help them kind of get a grassroots development on the other side. I think if you want to work, make it as low accessible as possible. Quels sont aujourd'hui les concurrents? Vous en avez parlé en filigrane dans chacun de vos témoignages. Quels sont aujourd'hui les concurrents internationaux, que ce soit les pays ou les opérateurs, dans chacun de vos domaines d'intervention à l'international? Céline? Oui, je peux commencer. À nouveau, je ne sais pas si je parlerai de concurrence. S'agissant d'expositions internationales, on a vraiment des sujets qui sont variés et qui viennent répondre à une demande de nos partenaires un peu partout dans le monde d'avoir une variété d'expositions à proposer à leur public. Donc voilà, à nouveau, je ne sais pas si on peut parler de concurrents, mais ce qui est certain, c'est que, oui, bien sûr, mais ce qui est certain, c'est que l'offre internationale qui existe aujourd'hui, elle est principalement en France, dans les pays anglo-saxons, principalement nos collègues britanniques, un peu en Italie, via des producteurs privés principalement, et un peu aux États-Unis, mais surtout pour le territoire américain, enfin pour leur propre territoire. Voilà, c'est à peu près ce qui existe dans le champ des expositions internationales. Brice? Alors,
Ce que j'ai dit en filigrane aussi en introduction, c'est que la stratégie internationale du CMN, elle est finalement assez récente. Donc il est compliqué d'avoir une espèce d'histoire de l'évolution de la concurrence au niveau de l'ingénierie internationale. Ce qu'on peut voir en tout cas sur les derniers mois et des projets qu'on a commencé à développer et des discussions qu'on a, c'est que en effet les anglo-saxons sont là depuis un petit moment et les Italiens aussi. Donc on voit qu'il y a une stratégie très ancienne de promotion de leur expertise et ils sont déjà assez solidement implanté. Je vous donne un exemple. On était en Arabie Saoudite début février. On était à Jeddah où il y a un énorme projet de requalification de la vieille ville de Jeddah qui est titanesque. Et la présentation du projet du master plan a été faite par un Irlandais. Donc, qui était complètement intégré dans la commission royale de Jeddah. Donc, on voit qu'il était là depuis plusieurs années. Et donc, c'est vrai qu'il y a, en tout cas de ce que je ressens de ma petite expérience, on sent que la France a un temps de retard par rapport à ces pays dans l'implantation et la promotion de leur savoir-faire sur les questions patrimoniales. Oui, bah, je rejoins ce que vous dites, hein, les anglo-saxons, les italiens. Après, les anglo-saxons, alors je trouve que déjà, ils ont cette capacité à se structurer. Ils ont tendance à faire des offres clés en main. Et quand on veut aller vite, et en même temps, nous, on n'a pas envie de tomber là-dedans. On a justement en France cette capacité à faire du sur-mesure. Donc il ne faut pas lâcher non plus ce qui est une réelle valeur ajoutée. Et les anglo-saxons, ils ont aussi tendance à s'implanter et être sur place dans la durée. Vraiment, je le vois hein, maintenant que je suis passée côté entreprise et que c'est la stratégie qui a été adoptée, ça change tout. Et je vais prendre un exemple, celui de l'Afrique du Sud, qui est le pays où on a ouvert notre premier bureau. C'était donc il y a 3 ans. On est intervenu pour la première fois en 2021 en travaillant pour l'université de Cape Town, dont la bibliothèque a été ravagée par un incendie. Et donc on a créé un atelier sur place. On a recruté des communautés locales qui étaient complètement éloignées du secteur du patrimoine. Par exemple, la personne qui est devenue le manager de notre atelier de restauration était chauffeur Uber. Donc en plus, il y a une dimension capacity building qui est assez intéressante et très appréciée en local. Eh bien, après avoir travaillé pour l'université de Cape Town, on a réussi à décrocher des missions pour des musées, le musée Mandela, le musée Isiko, le musée de Robben Island. On s'est inscrit dans le paysage. On a consolidé des relations avec l'Institut français, le SCAC. Et on est devenu finalement assez incontournable. Ça se travaille dans la durée. Et puis maintenant, on a des appels entrants. Et là, on vient de terminer une mission pour le musée et les archives du Lesotho. Bon, bah voilà. C'est la différence entre travailler depuis Paris et travailler sur place avec des équipes locales. On recrute toujours des locaux. Pourquoi ? Parce qu'une connaissance très fine du contexte, les codes culturels, une compréhension des besoins et puis des réseaux. Avant de laisser la parole au public et pour poser quelques questions, l'interculturel, c'est quelque chose qui est très important dans la manière dont vous travaillez, dans vos relations internationales. Est-ce que c'est vraiment un game changer ? Enfin, c'est quelque chose qui va faire la différence ? Éminemment important. Ah oui, vraiment, c'est absolument incontournable. On n'en est pas encore à ces questions-là. La question de l'implantation et de l'intégration à la culture locale fait partie évidemment des enjeux, mais on est encore très jeune dans cette action-là. Donc je pense que ça va venir, et notamment si je reviens encore sur ce projet saoudien, l'enjeu de l'implantation sur place sera évidemment posé à un moment donné et sera indispensable pour la réussite d'un projet de cette ampleur. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc on a parlé on a évoqué, en tout cas on a survolé la manière dont chacun d'entre vous appréhende ces relations internationales, de la force de la marque de vos institutions respectives et de votre expertise. On a parlé de l'équipe France et comment l'offre pouvait se compléter, ne pas être en concurrence, une concurrence vertueuse en tout cas, d'une certaine manière, de l'importance de l'agenda diplomatique de la France. Et puis également de contraintes, en tout cas d'obstacles, qu'elles soient environnementales, RH, économiques. On a parlé de difficultés interculturelles dans certains projets à mener. Merci pour vos témoignages. Est-ce que vous avez des témoignages ou des questions dans le public ? Madame. Je tiens à dire que nous sommes exactement à l'heure. C'est du papier à musique. Bonjour, merci beaucoup donc déjà pour toutes ces informations et pour cette conférence. J'avais une petite question. Moi, j'ai été assez surprise par le contraste entre les interventions du coup des acteurs français qui parlent beaucoup de diplomatie à l'extérieur de l'Union européenne,
avec les pays africains, asiatiques et pas beaucoup de l'Union européenne elle-même. Et au contraire, Ars Electronica qui est très implanté en Europe et qui parle de projets européens. Du coup, voilà, quel est votre positionnement par rapport à l'Union européenne qui quand même structure aussi des grands projets de collaboration? Et pourquoi est-ce que vous n'en avez pas tellement parlé? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu de votre côté? Quel est votre positionnement par rapport à ça? Très bien. Et Andreas soulignait effectivement que tu participais beaucoup à des projets financés par la Commission européenne et que c'était un élément structurant de votre action. L'Union européenne, what's up? Alors, en effet, c'est une très bonne question. C'est certainement parce qu'on n'a pas 3 heures devant nous, mais la question de l'Europe est essentielle en termes, là aussi, plutôt de collaboration que d'ingénierie. Je citerai, j'ai une de mes collègues dans le public qui porte beaucoup un sujet autour d'Erasmus+, nos programmes européens qui favorisent les échanges entre professionnels. Donc on s'inscrit, on a fait un premier projet de collaboration avec la Finlande, les Pays-Bas et l'Italie autour de la préservation des forteresses par rapport au changement climatique. Donc on partage des expériences, on se rencontre et ça c'est en cours. On a une deuxième réunion début avril par exemple. On essaie de multiplier ce type de rencontres. Donc on est plutôt vraiment sur de la collaboration que de l'ingénierie. On est aussi membre d'un réseau international mais qui est porté par le National Trust anglais qui est Into. Donc là, qui nous permet aussi de beaucoup partager. On est en train d'essayer de créer un réseau autour des résidences d'architectes du XXe siècle. Donc c'est plutôt des collaborations culturelles que de l'ingénierie au sens accompagnement, projet, création. Nous, on est plutôt sur ce positionnement-là en termes européens. Est-ce que Céline, Paris Musée, sur la manière dont vous appréhendez l'Union européenne et vos collaborations européennes? Oui, on travaille en Europe. J'ai donné l'exemple de l'exposition actuellement à Amsterdam. On travaille avec nos collègues italiens, espagnols, britanniques aussi. J'ai parlé de l'exposition au Victoria and Albert Museum tout à l'heure. Ce dont je n'ai peut-être pas parlé, c'est aussi que pour nous en Europe, la question très importante, ça va être celle des coproductions, donc des expositions qui passent ici dans nos murs et qu'on cherche à faire itinérer ou à coproduire et à co-construire très souvent avec nos collègues en Europe, justement pour partager les coûts et le poids carbone. Voilà, donc ça c'est pour nous un point très important sur lequel on travaille régulièrement et voilà. L'Union européenne, chez Mémoriste, est-ce que c'est un lieu, un endroit? Brice, vous parliez des réseaux. On peut citer l'UNESCO, par exemple. Est-ce que ces réseaux internationaux qui ont aussi des implantations fortes en Europe, c'est quelque chose qui compte pour Mémoriste? Oui, oui, tout à fait. Alors, déjà, pour revenir sur notre modèle, on a quand même 3 bureaux internationaux sur 4 qui sont en Europe. L'Allemagne, la Suisse, le Portugal, plus des équipes dans certains pays clés, je pense par exemple à l'Espagne, et des missions avancées sur le terrain comme l'Italie, où on a fait ICC Immersion et on continue le travail en profondeur. Donc, c'est vraiment un marché très important pour nous. Et pour répondre à votre question sur l'UNESCO, alors oui, c'est à la fois un partenaire et un client. On vient de mener une mission pour l'UNESCO au Maroc où on a numérisé Ksaraïd Ben Addou au sud du Maroc pour un projet qui s'appelle Dive into Heritage, qui permettra de découvrir les jumeaux numériques des plus beaux sites classés au patrimoine de l'UNESCO sur une plateforme web. Donc ça, c'est la partie, on va dire, prestation. Mais par ailleurs, la collaboration elle est permanente. On parle de la même chose, de la préservation du patrimoine, de sa promotion. J'intervenais à l'UNESCO il y a peut-être 3 ou 4 mois, je ne sais plus, sur ce sujet. On est en lien permanent avec le département des archives. Donc là aussi, c'est un petit peu comme l'écosystème diplomatique. On s'inscrit dans une même dynamique et je pense, en tout cas, on fait au mieux pour apporter notre pierre à l'édifice, tout en ayant aussi ce rôle de prestataire. Andrea, sur les projets européens, est-ce que tu veux compléter, c'est-à-dire l'approche européenne que Ars Electronica va vraiment passer à travers les appels à projets de la Commission européenne dont tu parlais, ou bien c'est d'autres types de coopération et de partenariats? I think coming from a small country like Austria, which is the Empire of Austria is a long time ago, so we really had to, for us, Europe, and particularly for me, I think I'm really a proud European. I really like to be part of that at my passport. That like traveling from Vienna or from Linz to Paris,
I don't pass any borders. I pay with the same money. It's weird. I think we share such wonderful freedoms, and in times like that, I don't want to go into that discussion. This is something that we really have to take care of, and that we really have to appreciate much more. And that's why collaboration, working together, exchanging idea, exchanging our cultural heritage, exchanging all things. This is something really at the core of Europe. I mean, it's so fantastic that within 2 hours I can be in Scandinavia, I can be in Paris, I can be in Italy, and just talking this morning is we share different cultures, different backgrounds, but still we are Europeans, and this is something that we really have to take care of and that we have to build on much more, and that's why I really think that we have to support the European Union in that case of collaborating and using these resources. I understand, of course, from a French context, you're much bigger than Austria. I mean, you have your own institutions are much stronger, are much bigger, have this great network across Africa due to your history. Of course, this is something, this is natural. But for us, using, coming from Austria and using EU together to work with friends is a door opener also for us into that countries. So, yeah, we definitely should use this to the most extent possible. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? S'il vous plaît, madame. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, ce n'est pas une question, mais plutôt une intervention, juste pour vous dire qu'il existe un très beau dispositif financé par l'État qui s'appelle le dispositif des experts techniques internationaux. Et moi et ma collègue, nous travaillons pour Expertise France, qui a la charge par l'État français de recruter les experts techniques internationaux. Donc nous avons un certain nombre d'experts qui sont déployés auprès de bénéficiaires étrangers, des partenaires du monde entier, en Afrique, en Asie et en Europe, principalement en tout cas pour les cultures, patrimoine, les ICC et les sujets éducatifs également. Enfin, les experts techniques internationaux sont sur énormément de thématiques, mais ce qui nous intéresse ici, c'est culture, patrimoine et ICC. Et je voulais vous parler de ce dispositif parce qu'on a des experts français qui sont déployés à l'international et avec lesquels vous pourriez éventuellement prendre attache pour discuter d'éventuelles collaborations et d'éventuels partenariats à faire avec les pays locaux, enfin les pays partenaires qui accueillent ces experts. Merci de ce témoignage. On a trouvé une solution. En tout cas, un outil. Merci beaucoup. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à l'équipe de Beaux-Arts, à Maxime Beaune qui est ici, aussi discret qu'efficace, et à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci de cet échange.